Alors, bonjour Jimmy. Juste Salut pour André. donner, salut, salut. Juste pour donner une petite présentation sur Jimmy. Jimmy, c'est un coach, coach en immobilier et en marketing des réseaux. Il a coaché plus de 275 personnes dans l'immobilier et il représente actuellement le réseau LFIMO. Donc, bonjour Jimmy et bienvenue au premier, enfin, deuxième épisode du podcast, du coup, ImoPod, où justement on parle de l'immobilier avec les agents immobiliers pour les agents immobiliers. Ok, Donc, super. Merci pour cette invite en tout cas, André. Merci beaucoup. merci moi. Donc, parle-moi un peu de ton parcours. Je sais que tu avais commencé l'immobilier avec 25 ans environ, mais parle-moi un peu de ton parcours avant ça et en fait les étapes pour convertir en immobilier en fait et tout ce que tu as passé en fait. Ouais, bah pour expliquer un peu mon parcours dans les grandes lignes, moi j'ai arrêté l'école relativement jeune quand j'avais 15 ans parce que bah, le système scolaire, ça ne me convenait pas du tout. J'étais hyper actif, donc être assis sur une chaise toute la journée, c'était hyper compliqué pour moi. Donc j'ai arrêté l'école à 15 ans, sauf que bah, comme beaucoup de jeunes, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, ensuite l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, la sécurité, le commerce. J'ai saisi un peu toutes les opportunités qui se sont présentées à moi, toujours avec l'envie et l'ambition d'avoir des postes à responsabilité, de très bien gagner ma vie et de toujours aider les autres. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure où je changeais de boîte, bah, j'étais pas récompensé à hauteur de mes efforts, à hauteur d'investissement. Donc j'étais très frustré. Donc ça a duré 10 ans de de salariat frustré. Et à un moment donné, j'ai compris que le problème, c'était pas forcément les entreprises, mais c'était peut-être moi. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me rende peut-être vers un autre schéma. Et j'ai cette opportunité de travailler dans l'immobilier. Au début comme salarié, donc j'ai tenu 3 mois parce que bah, le système salarié ne me convenait toujours pas. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler en immobilier, en indépendant, donc en mandataire immobilier. Ça me faisait un peu peur parce qu'il bah, y avait pas de salaire fixe, mais je me suis dit que bah, j'avais pas grand-chose à perdre et que j'aurais plus de regrets finalement à pas le faire que si je le faisais et que ça ne marche pas. C'est sans aucun doute la meilleure décision que j'ai prise de toute ma carrière professionnelle. Donc, j'avais 25 ans, donc c'est il y a 7 ans maintenant. Donc, j'ai commencé avec un réseau dans lequel je suis resté pendant 2 ans et demi. Donc, ça m'a permis vraiment déjà d'être formé et de découvrir le métier de mandataire immobilier qui me passionnait vraiment beaucoup à l'époque. Et ça m'a aussi permis de pouvoir enfin évoluer à mon propre rythme et de pouvoir faire évoluer mes tâches et mes missions. Donc, à travers justement bah, le MLM, le marketing de réseau, sur la partie recrutement, la partie formation, la partie coaching. Et puis après, bah, j'ai quitté ce réseau et j'ai rejoint du coup LFIMO. Ça fait maintenant 4 ans. Ça va faire 4 ans là que j'ai rejoint le réseau. C'est aussi l'entreprise dans laquelle je suis resté le plus longtemps. Donc, je Mhm. pense que je suis au bon endroit, ça y est. Donc, voilà pour faire court sur mon parcours et mon histoire. Merci, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est très, très cool en fait de pouvoir voir un peu, enfin, tes frustrations, comment tu as évolué avant l'immobilier, qu'est-ce que tu pensais, et du coup t'avoir lancé comme ça. Et pour les personnes qui te suivent un peu sur les réseaux, surtout Instagram, euh, donc moi j'ai pu le voir aussi, tu es quelqu'un qui explique assez simplement en fait ce que les personnes ils pensent que c'est très compliqué. Je prends un exemple de la vidéo euh, pour quand tu expliquais l'exemple de Nike, juste le fait de le faire, de passer à l'action, de le faire. Comment est-ce que tu as justement compris en fait pas compris, mais passer à l'action justement avec enfin, tourner les choses compliquées au sens simple, si je me suis bien expliqué. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je t'ai raconté je t'ai raconté mon parcours, mais je t'ai pas raconté surtout l'état d'esprit dans lequel j'ai pu être pendant longtemps. Moi, j'étais quelqu'un de très négatif où pour moi, la terre entière en voulait à Jimmy Le Sourd. Et à un moment donné, en fait, je me rendais compte que c'était ni plus ni moins que l'histoire de la loi de l'attraction. C'est que quand tu es négatif, tu attires le négatif. Quand tu es positif, tu attires le positif. Alors, c'est dit très simplement, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je me suis à un moment donné remis en question et dès que j'ai commencé finalement à fonctionner différemment, donc d'être beaucoup plus positif de par mes paroles, mais aussi de par mes actions, parce que si tu dis A mais que tu fais B, ça fonctionne pas. Et ça a permis
d'avoir des résultats différents et de se rendre compte que on a un pouvoir énorme dans la vie, c'est de pouvoir changer les choses. Et moi, c'est ce que j'essaie vraiment au maximum de transmettre aux personnes. Et avec un principe simple, c'est qu'aujourd'hui, de pouvoir expliquer les choses clairement pour qu'un enfant puisse le comprendre, tu vois. Parce que si tu arrives à l'expliquer à un enfant, tu peux l'expliquer à tout le monde et que ça sert à rien d'utiliser des mots trop compliqués, des formules trop compliquées. Et je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et quand tu prends cet exemple, parce qu'en effet, j'ai fait la vidéo, enfin, j'en ai parlé en formation, on a filmé, on l'a retranscrit sur les réseaux. Euh, En fait, c'est de dire aux gens que il suffit juste de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te former autant que tu veux, tu peux essayer d'anticiper 1 million de problèmes avant qu'ils arrivent. Si tu Mhm. passes pas à l'action, il y aura rien, il va rien se passer, tu vois. Et c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens ce genre de choses et de leur faire prendre conscience de la manière la plus simple qu'il est. Ouais, non, c'est vraiment une bonne manière de le faire et je pense que c'est la manière à faire. C'est de ne pas se compliquer un peu la vie et d'essayer d'être le plus simple possible. Et du coup, parlons un peu plus avec ton expérience justement avec l'immobilier. Euh, Qu'est-ce qui a été, disons, le plus compliqué pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour y arriver là où tu es maintenant? Vraiment la difficulté la plus grande que tu passée? Je pense que la plus grande difficulté que j'ai connue, ça a été lorsque je suis passé de salarié indépendant, donc quand je me suis lancé dans le premier réseau dans lequel j'étais avant, donc Efficity pour citer le nom. À l'époque, quand je me suis lancé, je passais plus de temps à dire que j'étais dans l'immobilier que vraiment à faire de l'immobilier. Et je me trouvais tous les excuses du monde pour pas avancer. Et c'est parce qu'en fait, finalement, quand on est indépendant, quand on se lance en indépendant, mais que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel secteur, finalement, c'est que on devient son propre patron. Donc, en effet, on a le contrôle total de faire ce qu'on veut, quand on veut. Par contre, il faut se traiter comme son propre salarié. Il faut être très dur avec soi-même. Et je pense que moi, c'est la plus grande difficulté que j'ai eue quand je me suis lancé. Et j'ai mis du temps, j'ai mis 6 mois vraiment entre le moment où j'ai signé mon contrat à l'époque chez Efficity et le moment où je me suis vraiment lancé, on va dire, de manière active avec des actions concrètes qui permettent d'avancer vers des résultats, donc sur de la prise de mandat notamment. Et ça a été le plus dur. Je pense vraiment cette transition entre salarié et indépendant, où il m'a fallu finalement un déclic pour pouvoir passer à l'action. Et puis, forcément, quand tu passes à l'action, tu as des résultats qui mettent plus ou moins de temps à arriver. Mais comme dit, c'est Coluche qui avait dit ça, un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore parce que je la trouve incroyable parce que je m'identifie comme cet imbécile qui marche. Et finalement, tu peux avoir les personnes les plus intelligentes du monde. Si elles ne passent pas à l'action, elles n'auront pas de résultat. Et le plus Mhm. dur que j'ai connu vraiment, c'est cette transition salarié-indépendant. C'est une histoire de mindset principalement. D'accord, ouais, je vois. Non, mindset, c'est quelque chose je pense que tous les entrepreneurs, ils doivent passer par cette phase de mindset, avoir d'autres mentalités, d'autres croyances aussi. Et du coup, qu'est-ce que t'as mis en place réellement, ou c'est juste le fait de faire du coup, de passer à l'action, ou est-ce que t'as mis quelque chose en place pendant ces 6 mois pour justement passer à l'étape et faire quelque chose vraiment? Pendant ces 6 mois, j'ai rien mis en place parce que je passais du temps à trouver des excuses, Hmm. à être négatif, à jalouser les autres, à me dire, ah, il y en a, ils arrivent, ils avancent plus vite que moi, etc. Et du coup, pendant les 6 mois, j'avais vraiment absolument rien mis en place. Et au bout de 6 mois, il y a eu un déclic tout bête pour l'histoire, en fait, c'est qu'à l'époque, j'allais à la fac et je prenais des cours pour passer un équivalent du bac. Et ça me prenait 10 heures par semaine, 10 heures de cours par semaine, donc ce qui est absolument rien. Euh, et du coup, c'était mon excuse pour ne pas avancer dans l'IMO, parce que je disais, mais vous comprenez, 10 heures de cours, ça me prend du temps, etc., etc., ce qui était finalement ni plus ni moins qu'une excuse. Et un jour, le directeur commercial de chez Fility, on discutait, et je lui sors cette excuse, et il me regarde, il me dit, bon, arrête de me prendre pour un con, on sait très bien, toi et moi, que tes cours, ça ne te prend pas autant de temps. Et cette phrase, à ce moment-là, par cette personne-là,
ça a été le déclencheur qui a fait que je suis passé à l'action. Et je pense que mon mindset, il s'est développé au fur et à mesure de parce que du coup, j'avais des collègues, des collaborateurs qui étaient du coup indépendants, qui eux avaient déjà, on va dire, un mindset beaucoup plus avancé que le mien. Et comme on dit, hein, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu restes le plus. Et ben moi, je me suis mis à fréquenter sûrement 5 personnes qui étaient indépendants. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir un mindset un peu plus indépendant. Et c'est, et je pense qu'il faut, entre guillemets, s'entourer de bonnes personnes et s'entourer de gens à qui on a envie de ressembler et qui nous inspirent. Et ça permet d'avancer dans un premier temps. Donc, à l'époque, c'est, je pense, ce que j'ai mis en place à partir après les 6 mois pour pouvoir avancer vers les objectifs que je m'étais fixés finalement. Mhm. Ouais, en effet. Je pense que la phrase où tu as dit, en fait, justement, nous, on est comment on dit, la moyenne des personnes, des 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Ça, c'est très important d'avoir justement les personnes à ton côté euh, qui ont déjà les objectifs que toi, que tu veux atteindre. Ça, c'est très. Et du coup, ça, en fait, pour toi, c'était vraiment le point où ça a déclenché, du coup, cette mentalité, disons, et ce mindset. Ouais, Je pense que c'est très cool. la phrase a été le déclencheur et puis les Ouais, fréquentations ont été l'amélioration, on va dire, de l'état d'esprit par la suite. Ouais. d'accord, cool. Et donc là, en ce moment, tu aides les personnes à se reconvertir, les agents qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, mais qui font déjà l'immobilier, et les personnes qui veulent développer leur équipe, et ainsi de suite. Ouais, J'imagine que c'est beaucoup de travail, mais du coup, comment tu fais pour justement équilibrer ces trois avatars clients, disons, différents? bah, en fait, c'est que si tu veux, à cette époque où je me suis mis à travailler quand j'étais chez Efficity, c'est là où j'ai commencé aussi à recruter. Moi, j'ai toujours aimé former, peu importe, même à l'époque où j'étais salarié, moi, dès qu'il y avait un stagiaire, un nouveau, le prendre avec moi et lui montrer, lui transmettre, on va dire, le peu de savoir que j'avais à l'époque sur les précédents postes où j'étais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus formateur que de former des gens. Parce que déjà, ça t'oblige à être du coup exemplaire, ça t'oblige à aller chercher les infos si tu les as pas, ça t'oblige aussi à remontrer des choses que tu sais. Et moi, je crois fort au pouvoir de la répétition. Et en fait, j'ai rapidement recruté parce que j'avais ce besoin, cette envie de transmettre aux gens. Quand je suis parti de chez Fissi, j'avais une toute petite équipe d'une dizaine de personnes, ce qui était quasiment rien. Et quand je suis parti, au début, je voulais vraiment plus du tout faire d'immobilier. Je voulais plus entendre parler d'immobilier. J'étais un peu écœuré. Et puis, bah, forcément, quand tu fais un truc qui te plaît, bah, ça te manque rapidement. Et je me suis dit, OK, il faut que je trouve un réseau dans lequel je vais pouvoir faire ce que je veux avec ma vision. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment développer une belle et grosse équipe, tu vois, de pouvoir avoir vraiment un projet commun, d'avancer avec des gens, vraiment de créer un empire, tu vois, c'était vraiment ça l'idée. Et je me suis dit, OK, l'IMO, je sais quand même le faire, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre aussi sur moi-même. Où est le meilleur endroit pour le faire? Et j'ai découvert LFIMO et je me suis dit, OK, c'est cet endroit-là où je dois le faire. Et j'ai eu du mal au début parce que bah, tu pars de rien, tu repars d'une page blanche. Et puis, bah, voilà, les actions, j'ai mis beaucoup de choses en place, beaucoup de routines, beaucoup de choses, mais je me suis vraiment focalisé sur ça, sur recruter des personnes, former des personnes, accompagner des personnes. Et aujourd'hui, je suis plus. Alors, forcément, on recrute tout type de personnes parce qu'on fonctionne surtout au feeling et puis un petit peu quels sont les projets de la personne. Et aujourd'hui, ça peut être autant intéressant d'accompagner quelqu'un qui n'a jamais fait d'IMO, mais qui a envie de faire une belle carrière dans l'immobilier, que quelqu'un qui est déjà en place dans l'immobilier ou quelqu'un qui est dans l'immobilier, mais qui est un petit peu en échec. Et puis de pouvoir orienter cette personne-là aussi vers le coach le plus adapté. Moi, aujourd'hui, tu vois, je vais quasiment plus sur le terrain. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier a besoin d'aller sur le terrain avec quelqu'un qui fait du terrain. C'est pas moi qui vais le coacher, c'est quelqu'un qui est dans mon organisation. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de mettre en place quelque chose de manière à ce que bah, les parrains, si tu veux, puissent avoir des filleuls qui leur correspondent et que les filleuls puissent aussi avoir des parrains qui leur correspondent. Donc aujourd'hui, moi, je le duplique énormément, je délègue beaucoup parce que, et c'est ce que j'ai appris en étant chez LFIMO, je l'ai appris notamment
à travers beaucoup de formations, parce que je me suis payé énormément de formations. J'ai acheté énormément de livres sur ces 2, 3 dernières années, parce que je ne lisais pas avant. J'ai lu mon premier livre il y a moins de 3 ans, tu vois, donc j'ai lu tard, mais j'ai appris énormément de choses. Et c'est aussi tout ça qui m'a permis de changer encore mon état d'esprit, de passer d'un état d'esprit d'indépendant à un état d'esprit de chef d'entreprise. Et quand tu passes d'un état d'esprit de chef d'entreprise, tu prends conscience que tu ne peux pas tout faire et tu ne dois pas tout faire. C'est que tu vas travailler avec des gens qui vont faire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec le point fort de chacun et chacun met son point fort à disposition, tu vois, de l'organisation. Et c'est tout à fait différent parce que moi qui étais beaucoup dans le surcontrôle, justement, je voulais tout faire. J'avais des journées à rallonge. Moi, je faisais des journées de 70, 80 heures, tu vois. Et à un moment donné, tu n'as plus de vie perso, tu travailles tout le temps, tu penses tout le temps au boulot. Aujourd'hui, ça a changé. Je fais quand même des grosses semaines. Enfin, je fais des semaines de peut-être 40, 50 heures, mais pas plus. Le téléphone, je le coupe le soir, etc. Parce que justement, je veux plus avoir ce truc de je fais tout, je fais tout, je fais tout. C'est vraiment de pouvoir laisser les gens faire aussi parce que c'est important que eux se développent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu donnes une mission à faire à quelqu'un, mais que quand il a fait, tu recontrôles, tu repasses derrière, tu remodifies, la personne, elle ne peut pas prendre confiance en elle, elle ne comprend pas l'utilité de sa tâche, elle ne peut pas se développer et grandir. Et aujourd'hui, pour pouvoir grandir, moi en tant que personne, j'ai besoin d'avoir aujourd'hui des collaborateurs qui grandissent, en fait, qu'on grandisse tous et qu'on avance tous, on va dire, dans la même direction et dans le même rythme. Sinon, ça ne peut pas finalement fonctionner et on se retrouve à être indépendant. Donc, ça veut dire avoir un chiffre d'affaires qui dépend de nos actions et de notre travail. Et on ne passe pas à un chef d'entreprise qui, lui, gagne sa vie parce qu'il a créé des systèmes qui fonctionnent et qui permettent de générer des revenus sans avoir besoin finalement d'y passer 80 heures par semaine. Mhm. D'accord, ouais, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense que ça a donné beaucoup de valeur aux personnes qui veulent faire un peu comme toi aussi. Peut-être ils sont agents actuellement, mais qui veulent développer une équipe plus tard. Et je pense que tu parles aussi plus en détail sur Instagram. Il y a une vidéo que je vais mentionner où tu as parlé justement comme quoi il fallait... c'est le rapport temps-argent, ou plutôt argent-temps qui est important et pas juste je fais 10 000 euros par mois, mais je travaille 80 heures par mois, par semaine plutôt. Et donc, c'est vraiment un peu cette mentalité aussi qu'il faut changer, de pouvoir déléguer et tout ça. Et du coup, explique-moi un peu comment est-ce que tu as structuré, comment est-ce que tu structurais ta journée avant? Donc, avant, quand tu avais plein de projets, tu avais plein de trucs à faire. Et maintenant, en fait, quel a été le changement, pour le faire? En fait, si tu veux, Euh, moi, j'étais quelqu'un avant qui avait énormément besoin de reconnaissance. Donc, j'avais besoin, de par ce que je faisais, d'avoir une reconnaissance en tant que personne, avoir une reconnaissance aussi par rapport à mon travail. C'est aussi ce qui m'a longtemps frustré en tant que salarié, c'est que je travaillais beaucoup plus que les autres, je m'investissais beaucoup plus que les autres pour finalement avoir aucun remerciement. Quand tu es indépendant, c'est différent parce que tu travailles plus, sur le principe, tu gagnes plus. Donc, tu as, on va dire, cette récompense. Mais j'avais aussi besoin d'avoir une reconnaissance au sein du réseau avec lequel je travaillais. Et c'est pour ça que moi qui investissais beaucoup de temps, d'énergie dans le recrutement, je faisais ça toute ma journée. Donc, j'appelais des gens toute la journée, je recevais des gens toute la journée. C'était vraiment recrutement, 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 recrutement. J'étais vraiment focus là-dessus. Et puis, on a la chance chez LF d'être dans un réseau qui offre des opportunités aux personnes qui se démarquent sur certaines missions, sur certaines tâches, dans certains domaines, de pouvoir contribuer à faire grandir le réseau. Et c'est extraordinaire parce que moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, c'est ce que je cherchais aussi à avoir. C'est ce que j'ai pu faire. C'est la chance que j'ai pu avoir à travers David Bézu, qui est le président d'LF IMO. C'est d'avoir cette chance de pouvoir, parce qu'on a une idée, parce qu'on a un concept, de pouvoir le mettre à contribution du réseau, de faire grandir le réseau. Et tout ce qu'on a pu me proposer, moi, je disais oui. En fait, c'est qu'on me donne une idée, on me dit, tiens, ça serait bien de faire ça, est-ce que tu as envie de t'en charger? Ah ouais, putain, l'idée, elle est top, vas-y, je m'en charge. C'est comme, tu vois, si tu prends un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, à un moment donné, c'est lourd et tu peux Ouais. plus te porter. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais je m'y retrouve pas parce que je consacre énormément de temps au réseau, je consacre du temps à plein de projets, euh, je commence plein de choses, je finis pas grand-chose.
Dès qu'on me ramène un truc, je dis oui. À un moment donné, j'avais un bureau avec, tu sais, j'ai pas des feuilles de paperboard, mais des feuilles où je note tout. Et je me suis dit, mais le tableau, le bureau, il est placardé de ça. C'est pas possible, en fait. Il y a trop de trucs. Et je le voyais, projet un, projet 2, projet 3. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a 5, 6 projets. Et je me suis rendu compte que, j'étais pas épanoui parce que je commençais plein de choses que je finissais pas. Et moi, je suis quelqu'un où je prends un projet, je le fais, je le saigne, et après, j'en parle plus. Ou je le délègue, ou je mets en place de manière à ce que j'ai pu à le gérer. Et je ne pouvais pas faire ça. Et du coup, j'étais très frustré, tu vois, par rapport à ça. Et j'avais pris à l'époque, donc c'était il y a encore quelques mois, le poste de coordinateur de la croissance. Donc, j'étais chargé de développer la croissance d'LFIMO. Et je me suis rendu compte que c'était un poste que j'avais pendant longtemps voulu. Finalement, quand je l'ai eu, je n'étais pas épanoui dedans. Et ce n'était pas la manière dont je voyais les choses parce que moi, j'ai besoin d'une carte blanche totale quand je fais les choses. Alors, quand tu fais les choses pour toi, tu te la donnes finalement, cette carte blanche Mhm. totale. Quand tu le fais dans le réseau, c'est un petit peu différent. Et c'est pour ça que j'ai démissionné de ce poste parce que ça ne me convenait pas. J'avais besoin de rester focalisé vraiment sur moi, sur mon équipe, sur mon organisation et de pouvoir faire les choses que j'avais envie avec cette carte blanche, de les faire pour moi, pour nous, pour l'équipe. Et puis quand ça prendra et que vraiment que ça marchera, que ce sera en place, à la limite de les faire, de dire au réseau, voilà, je les donne, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me recentrer. Et j'ai réussi à me recentrer il y a quelques mois, hein. C'était au mois de mars, hein, je crois que j'ai démissionné. Donc c'est encore très récent et je me suis focalisé. Alors, je suis toujours resté chez LFIMO, toujours en tant que mandataire, toujours sur le coaching recrutement, mais de faire les choses pour moi et de pouvoir donner aussi à travers les réseaux sociaux parce que j'étais sur les réseaux sociaux depuis longtemps, mais pas de manière active. Et depuis avril, je suis de manière très active dessus. J'essaie vraiment de donner de la valeur, on va dire, aux abonnés. Il y a de plus en plus de gens, justement, qui me remercient pour le contenu, des personnes comme toi qui s'intéressent à ce que je fais, à ce que je donne aux gens. Et je trouve ça cool parce que et c'est le principe de l'effet cumulé, c'est que les petites actions qu'on a fait sur les réseaux sociaux, voilà, elles commencent de plus en plus à avoir un impact. Et ça, c'est génial parce que c'est ce que je voulais, de donner de la valeur aux gens, de pouvoir inspirer les gens à mon faible niveau parce que j'estime pas être un entrepreneur à succès ou autre, mais un entrepreneur voilà, qui a eu beaucoup d'échecs, qui s'en sort pas trop mal et qui a des rêves, etc. et de l'ambition. Et plus j'avance, plus si je peux partager à des gens et impacter des gens, c'est top. Mais pour ça, il a fallu à un moment donné dire non et se concentrer sur vraiment ce qui était essentiel pour moi de faire. Et j'ai retrouvé, on va dire, l'épanouissement que j'avais perdu sur les derniers mois, quoi. Mhm. Ouais, en effet. Je pense que même les réseaux, en fait, le fait de développer les réseaux, c'est aussi quelque chose que tu dois mettre en place quand tu es, disons, vraiment épanoui, en fait, dans ce que tu fais. Et ça se voit, en fait, par tes vidéos là, sur Instagram également. Et du coup, dis-moi, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi pour commencer vraiment à poster tellement depuis avril dans les réseaux? Qu'est-ce qui vraiment, t'a motivé à commencer à le faire? Aujourd'hui, de toute façon, je pense que les réseaux sociaux, ils sont indispensables pour pouvoir réussir, peu importe ce qu'on fait, mais aujourd'hui, voilà, même des gens qui n'y étaient pas avant et qui réussissaient aujourd'hui ils s'y mettent parce que tout passe par les réseaux sociaux. On touche beaucoup plus de personnes quand on est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours su que c'était important. Par contre, les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas scroller, etc. parce que je trouve que c'est frustrant, parce que tu as vite fait de voir que des gens qui réussissent et aujourd'hui, les gens montrent leur réussite, mais par contre, on sait qu'il y a eu beaucoup plus d'échecs avant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les réussites des gens, c'est les échecs, c'est par quoi tu es passé, parce que c'est facile de se montrer qu'une fois qu'on est en haut de la montagne, sauf qu'il faut montrer à un moment donné qu'on l'a monté, tu vois, et que ça a été dur. Et c'est que des gens qui ont réussi sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui montrent des choses qu'ils n'ont pas, c'est beaucoup dans le paraître, et c'est quelque chose, moi, avec lequel j'ai beaucoup du mal, parce que j'aime l'authenticité, j'aime le réel, et les réseaux sociaux, j'ai énormément de mal avec ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand tu dois développer ton activité sur les réseaux sociaux, mais que tu es un peu allergique aux réseaux sociaux. Et pendant les fêtes de décembre, j'ai travaillé sur ma stratégie réseaux sociaux. Je me suis dit, OK, il faut que je me mette à fond. Je me suis offert une formation et j'ai dit, OK, j'écris toute la stratégie 2023 est consacrée aux réseaux sociaux. Je consacre 2023 à ma stratégie de réseaux sociaux.
Je l'ai écrit fin décembre. J'ai fini de l'écrire le 1er janvier. Donc, j'étais dans mon bureau dans lequel je suis au 1er janvier, tôt le matin pour faire pour écrire toute la stratégie. Et puis, on a commencé vraiment à la mettre en pratique au mois d'avril parce que j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé pour le faire. Même si j'avais écrit la stratégie, je voulais pas moi créer les contenus, je voulais pas Mhm. programmer les publis, etc. J'avais pas vraiment, j'ai pas envie de le faire et j'ai toujours pas envie de le faire d'ailleurs. Mais c'était encore une fois mentalité de chef d'entreprise de pouvoir déléguer cette tâche à euh, qui prendrait plaisir, etc. Quelqu'un que j'ai formé. Et puis, bah voilà, à partir d'avril, parce que j'ai mis 3 mois pour trouver cette personne-là, et je voulais vraiment quelqu'un avec qui je prenne du plaisir à bosser, quelqu'un qui soit dans le même mindset que moi, quelqu'un qui soit emballé par ce projet, parce que c'est un projet personnel, même s'il est lié au côté pro, qui me tenait beaucoup à cœur, et je voulais quelqu'un qui comprenne ce projet et qui le vive avec moi. Et donc, je l'ai trouvé, j'ai pris un stagiaire, on l'a fait ensemble, et puis voilà, maintenant, ça poursuit, c'est lancé, on a beaucoup d'avance dans les publications, etc. Mais c'était voilà, un gros chantier au démarrage. J'ai dû forcément mettre ma patte dedans aussi parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire par quelqu'un d'autre parce que sinon, c'est totalement dépersonnalisé. Il faut que mes réseaux sociaux me ressemblent, que quand on arrive dessus, on se dise, OK, j'ai cerné le personnage. Quand les gens me rencontrent en vrai, ils aient vraiment voilà, la sensation déjà de me connaître parce que je suis la même personne et que je ne joue pas un rôle sur les réseaux sociaux ou que j'ai pas, on va dire, euh, mis un robot, tu vois, derrière qui fait les choses à ma place bêtement, juste de faire pour faire, tu vois. Je veux qu'il y ait l'émotion, je veux que ma passion, on va dire, se ressente à travers les vidéos, à travers les posts. C'était très important pour moi de pouvoir avoir ça, même si c'est pas moi qui programme les posts, etc. Mhm. Et je pense que tu l'as bien fait en fait. Genre, chaque vidéo que j'ai vue avant de te connaître, bah, ça m'a permis justement de te connaître avant, d'avoir une idée de quitter et ça se montre vraiment avec les posts. Et du coup, avec ces 7 ans d'expérience que tu as là maintenant, euh, donc beaucoup de saisons, enfin, tu faisais de l'immobilier, donc tu étais agent immobilier. Du coup, moi, j'ai toujours cette question que j'aime bien demander et j'aime bien parler des chiffres. Et du coup, quel a été ton mois où tu as fait le plus de chiffre d'affaires en fait jusqu'à maintenant? Le mois où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est un mois où j'ai fait 4 ventes. C'était un été en plus. J'avais signé, ouais, sur 5 semaines, j'ai signé 4 ventes. Ça représentait à peu près 50 000 euros de mémoire. On était autour de 50 000 euros avec les 4 ventes. Mhm. Et comment tu as Voilà. fait justement quels étaient les points importants, les points clés, disons, pour arriver à cette somme? Bah, c'était à l'époque, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'était pour moi, si tu voulais 10 fois plus que les autres, fallait travailler 10 fois plus que les autres. C'était une époque où en plus je vivais sur Paris et j'étais parti revivre en Picardie parce que je suis originaire de Picardie. Et pour garder ce rythme de travail, je continuais de venir à Paris tous les jours, mais même si je n'avais pas de rendez-vous. C'est-à-dire que je faisais de la prospection téléphonique tous les jours et je m'infligeais 10 minutes de voiture pour aller à la gare, 1h40 de train pour arriver à Paris, 30 minutes de métro pour arriver au bureau, juste pour faire des appels téléphoniques. Ce qui était dans le fond nul parce que j'aurais pu le faire depuis chez moi, tu vois, à l'époque. Enfin, j'étais retourné chez mes parents pendant quelques mois. Et par contre, en fait, c'est le moment où j'ai eu le rythme de travail le plus élevé parce que ça impliquait que je prenne le train à 5h30 ou 6h30 pour rentrer le soir à 23h30. Ah ouais. Donc, et je ne faisais que travailler. Mais par contre, ce passage de ma vie avec du recul m'a beaucoup servi parce que ça m'avait imposé un rythme de travail. Enfin, je m'étais imposé un rythme de travail très soutenu, mais qui m'a permis d'avoir des résultats considérables parce que finalement, c'était de la prospection téléphonique tous les jours, toute la journée. Et je pense que c'est une période où vraiment j'étais inarrêtable. J'avais vraiment un focus énorme. Je m'étais vraiment focalisé. Je m'étais séparé aussi à l'époque d'une relation amoureuse et je m'étais réfugié dans le travail. Et je pense qu'en fait, le fait de perdre l'appartement à Paris, de me séparer, etc., bah, tout ça, en fait, finalement, bien que ça ait un aspect négatif, ça a eu un aspect très, très positif sur moi parce que finalement, je me suis réfugié dans le travail et c'est là
où j'ai explosé au niveau de mes ventes et au niveau de mes résultats aussi. Et c'est une période où j'étais du coup très fier de moi parce que je pensais pas pouvoir y arriver. Et finalement, j'ai réussi. Donc, c'était une grande fierté. Non, c'est très cool. Franchement, c'est félicitations déjà pour ça. C'était des bons chiffres hein, et je pense que ça, c'est vraiment le travail. En fait, c'est les résultats du travail qui est fait avant et que personne ne voit. En fait, c'est le travail invisible, disons, de 5 heures du matin jusqu'à 11 heures, enfin, de prendre le train, tout ça, en fait. Ça se montre pas, justement, dans les réseaux. Ce serait bien de voir ça dans les réseaux, faire des petites vidéos dans le train. Mais en effet, je pense que c'est le résultat d'un très, très grand travail. Et donc, en ce moment, avec le marché qui est un peu, avec le marché qui est un peu en arrêt, disons, qui est un peu en crise, disons, et ouais, il y a le retour des vacances et tout. Mais depuis ton expérience, comment est-ce que tu as réussi à persévérer pendant les mauvais moments du marché? Donc, quand le marché il était un peu euh, pas dans les bons états. Et comment est-ce que tu coaches les gens à le faire également? Comment est-ce que tu coaches les personnes à sortir de ce marché compliqué? Bah, moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, c'est que j'ai jamais connu en étant sur le terrain de période creuse parce que j'ai commencé en 2015. Et depuis 2015, l'immobilier se passait très très bien. Bon, il y a eu la période Covid, mais avec le confinement, mais même pendant le confinement, je faisais plus beaucoup quasiment plus de terrain. Donc, il y a eu ces 2 mois, mais après, ça a explosé de nouveau en sortant. Donc, finalement, c'était pas une année qui était si mauvaise que ça pour les conseillers immobiliers de manière générale. Là, forcément, depuis ce début d'année, c'est compliqué. Moi, encore une fois, je suis pas sur le terrain, donc je le ressens moins, mais je le vois par rapport à mes équipes. Et c'est ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, ces périodes-là, premièrement, et c'est triste, mais elles font le ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mauvais, à un moment donné, ils s'en vont. Les gens qui bossaient pas avant, c'est pas dans une période comme ça qu'ils vont se mettre à bosser, donc ça fait le ménage aussi. C'est pas la période qui est la plus évidente. Par contre, aujourd'hui, ce que chaque conseiller immobilier, selon moi, doit faire pendant une période comme ça, c'est vraiment de continuer de développer son relationnel, même si c'est peut-être une période où ils vont faire moins de ventes. Et encore, moi, je vois aujourd'hui que ce soit dans mon réseau, que ce soit dans d'autres réseaux, parce que je suis beaucoup de pros de limo qui sont dans d'autres réseaux. Je vois que les gens font des ventes. Il y en a qui vont chez le notaire, qui signent des actes authentiques, il y en a qui signent des ventes. Donc, il y en a de la transaction. C'est pas à l'arrêt total, c'est un ralentissement. Il y a une différence entre un arrêt et un ralentissement. Il y en a qui fonctionnent toujours aussi bien et il y en a qui se plaignent et qui ne fonctionnent plus. En fait, c'est soit les gens ils passent leur temps à se plaindre et à se focaliser sur le problème, soit ils trouvent des solutions. Et pour moi, la solution, c'est de continuer de développer, de se faire connaître. Parce que oui, les gens vont peut-être pas acheter là maintenant. Par contre, ils vont peut-être acheter dans 3 mois, dans 6 mois, quand le marché va aller mieux. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Je ne travaille pas dans les banques pour le dire. Par contre, je pense que ça va s'améliorer, hein. Ça ne va pas rester comme ça pendant 10 ans. Et il faut que les gens, en fait, ils continuent de faire le travail qu'ils ont fait, surtout qu'ils ne lâchent pas. Parce que c'est s'ils lâchent, justement, tu lâches pendant 3 mois dans l'IMO, tu payes les conséquences pendant 6 mois. Tu prends double peine. Donc, il faut qu'ils continuent de maintenir leur relationnel, de rencontrer des gens, etc. Euh, Même s'ils rentrent des mandats et que ça ne va pas être la meilleure période pour les ventes, parce que forcément, le, le, les prêts ne fonctionnent pas de la même manière qu'il y a un an, ils vont continuer quand même à vendre parce qu'il y a toujours des gens qui achètent. Donc il faut arrêter de se focaliser sur le problème toujours et voir plutôt le côté positif. C'est que voilà, ça fait le ménage, c'est qu'il y a des gens forcément qui vont arrêter parce qu'ils vont trop se focaliser sur le négatif et ils vont se dire c'est trop dur, j'arrête, j'abandonne. Il faut continuer de maintenir le relationnel, continuer de rencontrer des gens, de maintenir ce lien qui fait que les gens vont nous appeler dans 3 mois, 6 mois, un an, 3 ans, 5 ans. Et puis ça va le faire, quoi. Mhm, C'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas la guerre mondiale dans le pays, quoi. Ça reste une mhm. période difficile, mais ça va le faire. D'accord, oh, cool. Merci beaucoup. Je pense que les agents qui regardent ça sont plus, enfin, ceux qui travaillent justement, qui mettent ça en place et qui sont toujours en train de développer leur relationnel. Je pense qu'ils seront contents d'entendre ça. Et je pense qu'ils savent déjà, les personnes qui travaillent
et qui ont une vision et qui foncent à fond, je pense qu'ils y arriveront. En fait, maintenant j'ai quelqu'un aux États-Unis, enfin, j'ai en tête quelqu'un qui a parlé aux États-Unis comme quoi le fait d'arrêter, c'est ça en fait échouer, c'est le fait d'arrêter. Si on continue toujours, on va jamais échouer au final. Donc, je pense que c'est ça en fait en résumé de ce que tu avais dit. Ok, alors, merci beaucoup d'avoir ça encore une fois, plein de valeur. Avec plaisir. Et du coup, pour toi, donc pour justement pour apprendre aux agents immobiliers à développer et augmenter leur chiffre d'affaires actuellement, comme tous les coachs, quelles sont les étapes que tu les fais parcourir pour développer ce chiffre d'affaires alors? Quelles sont les petites fautes que parfois tu regardes, ok, cet agent-là, il fait pas ça et ça, et qu'est-ce que tu essayes de corriger le plus souvent ou qu'est-ce que tu vois le plus souvent corriger? En fait, souvent, comme j'explique, c'est que c'est déjà que chacun travaille avec ses forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont une aisance téléphonique, tu as des gens qui ont un gros relationnel. C'est déjà que chacun joue sur ses forces, principalement parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a du relationnel, on le sait, c'est quelqu'un qui va rentrer principalement du mandat grâce à son relationnel. Moi, j'avais la chance à l'époque, c'est d'être plutôt bon au téléphone, bien que ça me rendait dingue et que je détestais ça. Je me suis vraiment accentué là-dessus. Donc, on oriente vraiment par rapport aujourd'hui aux forces de chacun. Et puis après, c'est de continuer sans cesse à se former. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui stagnent justement parce qu'ils ont arrêté de se former. Et on le voit, c'est qu'on le voit ne serait-ce qu'avec des personnes qui sont novices, c'est que les gens commencent, ils se lancent dans l'IMO, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils ont plein de barrières, etc. Mais comme tout le monde, on est tous passés par là. Et dès qu'ils commencent à rentrer leur premier mandat, avoir leur premier rendez-vous, rentrer leur premier mandat, ils commencent pour certains à négliger la formation. Comme si, ça y est, je commence à avoir des résultats, j'ai plus besoin d'être formé. Alors qu'en fait, pour moi, on a un besoin continuel de se former. Et il faut jamais arrêter de se former, peu importe sur quoi, mais c'est qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui rentre des mandats, qui fait des ventes, etc., c'est une bonne chose. Et la question, c'est comment faire plus? Et ben, peut-être que cette personne-là, va falloir qu'elle se forme justement sur euh, comment être plus productive, donc comment mieux gérer son temps pour pouvoir faire plus de choses, être plus productive. Et c'est vraiment de se former, on va dire, sur comment. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur qu'hier? Hmm. Et c'est l'auto-débriefing toujours. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens ne font pas, s'auto-débriefer. Moi, dès que je fais quelque chose, je me dis, OK, qu'est-ce qui a été bien dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce qu'il faut que voilà, je continue de faire à chaque fois que je fais ça? Qu'est-ce que justement j'ai fait que je ne dois plus faire, que je dois corriger, que je dois améliorer? Et je pense que c'est ça qui permet, mais que ce soit des personnes qui soient vraiment sur le terrain, des personnes qui soient plus axées sur le recrutement, le développement de réseau, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux, sur quoi je peux me former, sur quoi je peux progresser pour devenir en fait tous les jours la meilleure version de soi-même. Et si tu deviens tous les jours une meilleure version de toi-même, dans la logique, tu vas accroître ton chiffre d'affaires parce que tu vas devenir meilleur. Donc Ouais. c'est dans la logique. Et pour moi, ça passe par la formation, ça passe par l'apprentissage. Mhm. Ouais, je vois. Non, c'est vrai que toujours la volonté, en fait, le vouloir toujours d'apprendre et d'évoluer, c'est toujours, je pense, que c'est vraiment important pour déjà pour la personne, mais aussi pour développer son activité. Et ça, c'est pour tous les entrepreneurs qui commencent, je pense. Et donc, on a parlé vite fait des livres, en fait, que tu avais commencé il y a 3 ans. Et j'ai vu un post très intéressant où tu avais investi 1 000 euros, je pense, ou plus, dans des livres depuis. Et donc, Ouais. selon toi, donc tu as beaucoup lu en 3 ans. Donc, selon toi, quel est ton top 3 des livres? Ou si tu veux, top 5? Je sais que c'est très compliqué d'aller là-dessus, mais disons top 3 5 disons, de meilleurs livres que tu conseillerais justement à un agent immobilier de lire. Ouais. Attends, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en plus, on a programmé un post dans les prochains jours et c'est les 5 livres qui m'ont le plus impacté et je ne sais plus lesquels j'ai mis. Et du coup, je vais essayer de ne pas te dire de conneries et de te donner les mêmes. Moi, le premier que j'ai lu,
Alors moi, j'ai lu mon premier livre à 30 ans et j'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé à lire. J'ai lu à peu près 25 livres, donc j'ai une cadence de lecture importante parce que je lis tous les jours. C'est vraiment pour moi très important. Le premier que j'ai lu, c'est Père riche, Père pauvre. Je l'ai lu en premier parce que c'est celui, si tu veux, qu'on m'a le plus conseillé, celui dont j'ai le plus entendu parler depuis que je suis indépendant. Donc, je mettrai quand même celui-ci parce que pour moi, c'est un basique et il permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai lu tous les livres de Robert Kiyosaki, mais je mettrai vraiment celui-ci. Ensuite, des livres qui m'ont beaucoup impacté. Récemment, l'avant-dernier là, que j'ai fini de lire, c'était la semaine dernière, c'est L'effet cumulé qui en fait est un livre qui parle de toutes les petites actions, qui en fait les petites actions qu'on fait au quotidien qui ont un impact énorme par la suite. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, l'effet cumulé, je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé à le mettre en pratique avant. Et le livre m'a appris encore beaucoup de choses, bien qu'il y avait déjà des choses que je faisais avant. Et après, je dirais, je regarde parce que j'ai ma bibliothèque qui est là, donc du coup, je vois les livres. Et après, ce serait des livres comme je dirais L'autoroute du millionnaire ou La magie de voir grand, qui sont pareils, des livres de développement personnel où bah, tu prends conscience que les seules limites que tu te mets, enfin, les seules limites que tu as, c'est celles que tu te fixes et qu'il ne faut pas se fixer de limites et vraiment de voir grand et qu'en fait, tout est possible. En fait, moi, je dis toujours tout est possible du moment où tu as un plan et c'est ce que ces livres-là, ils font comprendre. Donc, ce serait ouais, les 3-4 que je donnerais. J'ai un peu triché, j'en ai mis 4, mais voilà. En fait, c'est que moi, souvent, comme les gens savent que je lis beaucoup parce que je le mets beaucoup en avant et pour moi, c'est très, très, très important et j'ai un regret dans la vie, c'est de ne pas avoir commencé à lire avant. J'essaie de mettre un peu les gens à la lecture, surtout qu'il y a plein de gens qui n'ont aussi jamais lu et j'essaie de les pousser à lire et je conseille toujours des livres par rapport à ce que les gens ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, tu vois, je sais jamais quand je finis un livre, le prochain que j'entame, c'est dans quel état d'esprit je suis en ce moment. Tu vois, est-ce que j'ai besoin de me booster? Est-ce que j'ai besoin d'être plus productif? Est-ce que j'ai besoin... Et en fait, je vais lire un livre par rapport aux besoins que j'ai en ce moment et je fais pareil avec les gens. Et je leur conseille aussi des livres qui sont pas trop gros parce qu'il y a des livres, c'est des pavés, c'est 500 pages. Quand tu n'as jamais lu un livre, 500 pages, ça peut faire beaucoup. Par contre, tu as des petits livres qui sont, voilà, qui font une centaine, 100, 200 pages, où c'est écrit de manière assez simple et où c'est assez simple finalement de comprendre. Et je vais plus conseiller les gens dessus. Ça dépend vraiment des personnes, finalement. Mhm. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes. Bah, moi, j'aime bien lire aussi. J'ai pas mal de livres là-dessus. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'au début, moi aussi, je lisais beaucoup, mais un peu ce qu'il y avait toujours de recommandé, tu vois. Toutes les recommandations, les Ouais. best-sellers et tout, j'achetais et je lisais. Et là maintenant, j'ai la même approche. En fait, tout ce que j'essaye d'appliquer tout de suite, là maintenant, de résoudre là maintenant, ou vraiment je vais avoir un plus avec le livre, c'est là où je l'achète. Et je pense qu'au début, pour bien commencer avec la routine de lire, c'est toujours intéressant de voir des livres qui te plaisent. Et après, justement, d'avoir, comme tu avais dit, justement, avec ton état d'esprit, d'acheter celui que tu as envie, en fait. Mais je Ouais. pense que c'est important. Ouais, bah c'est ça en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que en effet, j'ai fait un post parce que une fois, je me suis dit, Tain, j'ai quand même beaucoup de livres, je vais compter pour combien j'ai investi en livres depuis, et je pensais pas en avoir pour autant. Et puis quand j'ai passé les 1 000 euros, je me suis dit, tiens, je vais faire un post parce que 1 000 euros, c'est énorme, c'est Mhm, symbolique. Si on m'avait dit un jour, tu vas dépenser 1 000 euros dans des livres, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je vais mettre 1 000 balles dans des livres. Et finalement, je l'ai fait parce que euh, dès qu'on me parle d'un livre, je l'achète. Tu vois, si on me parle d'un livre, on me dit, tiens, j'ai lu ce livre-là, il est top parce qu'il y a ça, ça, ça. Je me dis, OK, le sujet, il est intéressant. Le sujet va me permettre de progresser. J'achète le livre. Et j'en ai lu, je ne suis même pas à la moitié de ce que j'ai acheté, mais j'en ai plein et j'en ai plein d'avance. Et puis, je les ai achetés progressivement. Donc, quand tu achètes progressivement, tu ne te rends pas compte de l'argent que tu dépenses dedans. Par contre, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi-même. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir investi autant dans les livres et je continue d'en acheter.
Et j'en achète aussi même des fois pour des gens parce que quand je fais des cadeaux, souvent c'est des livres parce que je veux faire un truc qui va vraiment impacter beaucoup la personne. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre dans les livres et surtout des choses à apprendre, mais des choses à mettre en pratique parce que si tu lis un livre mais que tu mets pas les choses en pratique, encore une fois, on en revient à l'action, bah, ça sert à rien. Il faut vraiment le mettre en pratique pour que ça puisse avoir un effet et un impact sur ta vie. Sinon, il n'y a aucune utilité de lire. Si tu veux lire pour te distraire, il y a des romans, hein. Ouais, c'est ça, en effet. Et du coup, j'ai vu aussi un post où tu avais parlé un peu du fait d'être, de devoir être patient, en fait. Quand on parle de l'immobilier, il y a tout ce processus de vente qui se met en place. Donc, on fait la prospection, on a quelques rendez-vous, après on a des mandats, et après on a une vente. Enfin, quel est justement le moyen ou vraiment qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un agent immobilier qui soit commence, qui soit a déjà évolué et qui veut encore faire plus pour avoir cette patience de justement de penser, OK, j'ai pas besoin d'avoir une vente rapide là maintenant, mais je dois faire ça et ça pour avoir la vente. Qu'est-ce que tu penses que tu donnerais comme conseil? Hem, Bah, alors si c'est aujourd'hui quelqu'un qui est dans l'IMO et qui fonctionne bien et qui fait ses ventes régulièrement, aujourd'hui, je pense que la patience, il l'a parce qu'elle est indispensable pour réussir. Elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'entre un compromis et un acte authentique, en moyenne, c'est voilà, c'est 3 mois. Heu, 3 mois, c'est long. 3 mois, c'est pour être rémunéré. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence, il est quand même peu probable que demain, il signe son premier compromis. Donc en moyenne, c'est 6 mois pour avoir sa première rémunération. 6 mois, c'est long, surtout quand tu passes du temps à faire quelque chose, que tu mets de l'énergie dedans, que tu mets ton cœur, que tu as des échecs. 6 mois, 9 mois, 1 an, c'est long. C'est pour ça qu'on dit que la première année est la plus dure. Heu et c'est pour ça qu'il faut découper finalement cette vente en plusieurs parties et d'avoir de la gratitude sur chaque petit résultat qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, la vente, l'acte authentique, ce moment où on est payé et où la vente elle est finalisée, c'est le côté où, c'est la finalité, donc c'est long. Tu vois? C'est 6 mois, c'est que les gens tant qu'ils sont pas là, ils ont pas l'impression d'avoir réussi. Sauf que, quand tu te lances, tu as tes premiers appels. Les premiers appels, c'est dur. Quand tu as déjà appelé des gens, félicite-toi d'avoir passé tes premiers appels. Félicite-toi d'avoir été aborder quelqu'un dans la rue. Parce qu'avant, tu le faisais pas. Tu avais peur de le faire, tu le fais. Félicite-toi déjà parce que tu as fait ça. Ensuite, la partie d'après, c'est ton premier rendez-vous, tu vois? C'est: «J'ai mon premier rendez-vous». Je suis fier, j'ai mon premier rendez-vous. C'est une première réussite et après, c'est un premier mandat, c'est une première réussite et puis c'est les premières visites, c'est une réussite. La première offre, c'est une réussite. Mais en fait, c'est vraiment de se dire à chaque étape: «OK, j'avance». Parce que tant que tu es pas en haut de la montagne, tu vois? Tant que tu es pas à la vente, tu as l'impression que tu as pas réussi parce que tu n'y es pas. Sauf que tu valides des étapes sur le trajet qui sont hyper, hyper, hyper importantes et on a tendance un petit peu à le négliger en se disant: «Ouais, mais j'ai pas encore vendu». Ouais, mais tu as peut-être 15 mandats en stock, c'est génial d'avoir 15 mandats en stock. Putain, tout le monde n'a pas 15 mandats en stock, donc c'est génial d'avoir ces 15 mandats en stock. OK, maintenant si tu bloques là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il faut pour les vendre? Et c'est qu'à chaque étape, généralement, ça bloque et c'est normal et c'est cette patience-là qu'il faut réussir à avoir et de se dire: «OK, c'est step by step». Mmh. C'est pas tu commences aujourd'hui, tu vends demain. La vente, elle est longue. Ça passe par un processus d'étapes et à chaque étape, il faut souffler, il faut se féliciter, il faut avoir de la gratitude pour le travail qui a été fait et de continuer les efforts pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis après, c'est bon, la routine, elle est lancée. Mais la première année, elle est plus dure et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se lancent dans l'IMO et qui arrêtent. C'est parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience de la entre guillemets, c'est pas un métier qui est dur, c'est pas un métier qui est facile, c'est juste faut bosser, faut apprendre, faut mettre en pratique, faut se remettre en question, faut s'améliorer jour après jour et puis la patience, elle arrive, mais aujourd'hui, il faut avoir conscience de ça et c'est peut-être moi ce que je reproche à beaucoup de développeurs, de gens qui recrutent, c'est qu'ils mettent beaucoup de poudre aux yeux en parlant des résultats, en disant: «Voilà, tu vas prendre tant sur la commission». Oui, on peut très bien gagner sa vie dans l'immobilier c'est vrai. Par contre, ça demande de travailler, de travailler dur, d'être rigoureux, d'avoir un rythme et cetera et ça, tout le monde n'est pas capable de l'avoir ou tout le monde n'en a peut-être pas conscience, finalement Mmh. et la patience, elle arrive, mais il faut
valider étape par étape et vraiment avoir de la gratitude envers soi-même. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et la patience, à un moment donné, elle a ses limites, quoi. Bah oui, en effet. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, mais on le voit assez souvent. Par exemple, les joueurs de foot, les joueurs de basket, à chaque fois qu'ils marquent un but, ils vont célébrer. Ils vont montrer de la gratitude justement pour avoir le but, même s'ils n'ont pas gagné le match. C'est pas encore gagné, ils vont avoir la gratitude. Et je pense que c'est la même idée, en fait, d'avoir la gratitude pour l'effort qui a été fait. Donc, je vais faire cette prospection-là et je vais voir la gratitude pour ça, en fait. Et ensuite, ainsi de suite, chaque étape. Et du coup, donc j'ai deux dernières questions donc pour finir le podcast. Et je pense que c'est des questions où tu vas penser un peu, un peu plus. Donc, première question, c'est si tu devrais tout recommencer depuis le début avec l'immobilier, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Euh, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aurais pas pu l'anticiper, celle-ci. Euh, Bah, tu sais, moi, je pars d'un principe et dans la vie en général, j'ai pas de regrets parce que aujourd'hui, je suis heureux, je suis très épanoui dans ma vie, je suis assez fier du chemin qui est parcouru, même si la route, elle est encore longue. Et je me dis que finalement, si je changeais des choses, bah, ce serait probablement des échecs ou des choses que j'ai mal fait. Mais si je changeais ça, est-ce que finalement, j'en serais là où j'en suis? Est-ce que j'aurais appris ce que j'ai appris? Est-ce que j'aurais tiré les leçons du passé? Je pense pas. Donc, je pense vraiment que je changerais rien, tu vois. Mhm, Après, si j'y répondais du tac au tac, je dirais, bah oui, bah, plutôt qu'avoir perdu 6 mois, me trouver des excuses, j'aurais commencé tout de suite, je me serais formé plus, j'aurais lu plus tôt, etc. Je te dirais ça, mais en réfléchissant vraiment profondément à cette question, je changerais rien parce que toutes les conneries que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait, j'en ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons. Et juste pour ça, je ne changerai pas les choses parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et je suis content d'avoir fait toutes ces erreurs ou de ne pas avoir fait toutes ces choses que j'aurais peut-être dû faire. mhm. Moi, je pense que c'est toujours important d'avoir des échous, enfin, des trucs qui nous mettent un peu enfin, qui nous ralentissent ou qui nous mettent enfin, derrière et du coup que ça permet d'avancer davantage après. Et du coup, dernière question, et c'est là, je pense, que tu vas réfléchir un peu plus. C'est qu'est-ce qui te semble vrai? Donc, toi, en fait, c'est pas que tu sembles vrai, c'est quelque chose que tu sais qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre. Par rapport à quoi? Si t'as plutôt une idée par rapport au mindset, par rapport à l'immobilier, ce serait cool. Mais sinon, dis-moi ce que tu as en tête. Par rapport à l'IMO, je pense que tout le monde pense que recruter, en tout cas dans les réseaux de mandataires immobiliers, je pense que tout le monde pense que recruter, c'est difficile. Et en fait, moi, je pense que c'est au contraire assez facile, mais que ce qui est difficile, c'est ce qu'il y a après. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du MLM pour les mauvaises raisons. Et pour moi, c'est pour ce côté financier. Aujourd'hui, l'argent est une évidence. On a besoin d'argent, ne serait-ce que pour survivre, donc pour avoir un toit sur la tête, à manger dans le frigo et d'électricité. Et l'argent, il est indispensable pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, il n'y a pas un rêve dont pour avoir envie qui n'a pas un lien avec l'argent. Donc l'argent, pour moi, il est une évidence. Et forcément, quand il y a une partie de nous où on fait ça pour l'argent, mais pour moi, ça ne doit pas être le moteur. Et la plupart des gens font du MLM pour l'argent en disant, je vais recruter 5 champions. Les 5 champions vont faire tant de chiffres, ça va me rapporter tant. Basta. Et ça, c'est une utopie. Et ça, c'est un gros mensonge que la plupart des gens se font. C'est que déjà, si tu le fais pour ça ne marchera pas. Recruter des gens, c'est facile. Par contre, c'est de coacher qui est dur parce qu'on travaille avec l'humain. L'humain est difficile. Tu travailles avec 5 personnes, tu as 5 personnes différentes. 50 personnes, c'est 50 différents. Tu dois t'adapter, entre guillemets, à chaque personne. Et c'est ça qui prend du temps. Et tu vas passer du temps avec des gens qui vont peut-être jamais faire de chiffres, qui vont jamais démarrer, qui vont jamais décoller, qui vont toujours se trouver des excuses. Il y en a qui vont décoller dans 6 mois, il y en a qui vont décoller, qui vont rester, puis vont partir, puis tu en as qui vont rester longtemps, qui vont partir quand même, puis tu en as qui vont jamais partir. Et tu peux pas savoir tout ça. Et en fait,
les gens pensent que c'est recruter le plus dur, alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout ce qui se passe derrière qui est le plus difficile et qu'aujourd'hui, les gens pensent que le MLM, c'est un billet de loterie où ils vont tirer le gros lot et puis bosser. Et c'est pas du tout ça, en fait. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un travail qui est énorme, dont on se rend pas compte. C'est génial. Moi, j'adore ce que je fais, mais il y a des moments où j'en ai plein le cul, comme tout le monde, et des moments où j'ai dit, putain, le MLM, ça me gave. Travailler avec des gens, ça m'énerve. Voilà, faut accepter que les gens soient différents, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment répondre à ta question, je pense que le gros truc sur lequel les gens se trompent, c'est sur le recrutement. C'est pas ça qui est dur. C'est tout ce qu'il y a après. Et si les gens ont déjà du mal avec le recrutement et qu'ils ont envie de baisser les bras sur le recrutement, qu'ils baissent les bras parce que c'est le plus dur qui est derrière. Mhm. Donc, ce serait avec réflexion la réponse que je te donnerais. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. J'aime bien la réponse. Je pense que j'ai tout demandé. Si vous voulez suivre Jimmy, en fait, je vais mettre les liens en description. Donc d'Instagram, j'invite vraiment à tout le monde de voir un peu ce qu'il fait. C'est très cool. Même moi, je suis pas agent immobilier, j'ai bien aimé et j'ai appris des choses. Super. Donc voilà, je vais le mettre là et voilà, suivez-lui, envoyez-lui un message, parlez un peu d'immobilier avec lui. Voilà. Bah, Avec, merci beaucoup, Jimmy. Je te souhaite une belle journée et on se revoit sûrement dans le futur. On se reparlera après. avec grand plaisir.